Bien, bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons l'immense joie et honneur d'avoir parmi nous le professeur Roland Gori, qui est psychanalyste, qui est professeur des universités en psychopathologie, qui est membre d'honneur de notre association internationale de psychanalyse laïque, qui est auteur de nombreux ouvrages, dont L'Appel des appels, qui est un document important, qui est une sorte de plaidoyer contre la déshumanisation dans tous les secteurs de la société, y compris le champ psy, ce qui nous regarde tout particulièrement aujourd'hui. Vous êtes aussi le protagoniste d'un très joli documentaire sur votre pensée, votre engagement, qui a été réalisé par Xavier Gaillan et qui, depuis quelque temps, passe dans les meilleures salles de cinéma en France. Et donc, merci, professeur Gori, d'être avec nous. Merci à vous de m'accueillir. Alors, écoutez, si vous le voulez bien, je vais faire une toute petite introduction pour situer un peu le thème, les thèmes que nous allons affronter. Après, je vous poserai quelques questions. Nous allons débattre librement entre nous. Voilà. Alors, dans vos derniers travaux, vous pointez du doigt très pertinemment, à mon avis, certaines problématiques, dont en particulier, je voudrais vous entretenir ici, c'est celle de l'engouement envers les chiffres. Aujourd'hui, à peu près dans tous les secteurs de notre société, pour dire vrai, il faut parler des chiffres. Alors, les chiffres, c'est les statistiques, c'est les données, c'est tout ce qui est quantifiable. Hein, voilà. Et vous dites aussi que cette société substitue la qualité avec la quantité. C'est très juste aussi. On a vraiment l'impression de vivre ça dans tous les domaines de notre société. Et évidemment, les statistiques, en réalité, ça fait scientifique, ça fait vrai, mais c'est une manière d'interpréter les choses. On sait très bien que on peut faire dire ce que l'on veut aux statistiques. Je rappelle à tel propos la fameuse phrase de Winston Churchill, je ne crois qu'aux statistiques que j'ai moi-même falsifiées, qui est, je dirais, assez emblématique en ce sens. Et alors, cet engouement envers les chiffres, et là, c'est arrivé, mais déjà depuis pas mal d'années en vérité, dans le champ psy, dans la psychologie académique et dans nombre de psychothérapies, disons, techniques. Voilà. Et c'est pour cela, à mon avis, que les deux maîtres mots de la psychologie et de la psychothérapie moderne, ce sont efficacité et efficience, parce que c'est ce qui se quantifie, c'est ce qui se calcule. Voilà. Dans les cas singuliers, la singularité des personnes est mise de côté. Elle n'est même pas pensée. Voilà. Alors évidemment, ça ne veut rien dire, comme je répète, parce que euh, même si on peut calculer en combien de séances on peut résoudre un tel problème, mais en réalité, sans le témoignage des sujets en question, ça ne dit rien. Même les sujets peuvent être en contradiction avec ce que dit cette manière de voir les choses. Alors, est-ce que vous pensez, la première question que je voudrais vous poser, est-ce que vous pensez que cette manie des chiffres et du quantifiable va arriver aussi en psychanalyse? Parce que ce serait vraiment le comble du comble. Alors, je crois que c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé puisque je ne sais plus en quelle année, mais Freud assistait à un congrès de psychanalyse en Suisse où il y avait déjà un mélange entre la psychanalyse et la statistique. Et il disait qu'il avait entendu beaucoup de choses sur la psychanalyse, mais que jusqu'à maintenant, il n'avait pas fait l'expérience d'une expérience ennuyeuse, qui était le cas dans cette hybridation entre les concepts psychanalytiques et l'utilisation des statistiques. Mais je crois qu'il faut, enfin, plusieurs choses, si vous me permettez. Le premier point déjà, c'est que le documentaire auquel vous avez fait allusion, c'est Roland Gori, donc Un monde sans esprit, Oui. je peux d'ailleurs le montrer, euh, et, est largement projeté en France, mais aussi dans tout le périmètre un peu francophone, c'est-à-dire en Francophone, Belgique. oui. Et je vous en parle aussi parce que il y a maintenant une version italienne, enfin Ah, sous-titrée en italien,
dont nous espérons bien qu'elle pourra être projetée et diffusée en Italie. Donc je vous le dis, Et nous pourrons même le projeter lors de notre prochain congrès, éventuellement. Alors oui, mais à ce moment-là, là, il faut voir, bien sûr, il y a des problèmes avec la diffusion et le réalisateur, hein. C'est pas moi Oui, qui, nous verrons par la suite. mais effectivement, volontiers, c'est possible. Mais en tout cas, disons que si vous avez la possibilité de lieux comme les instituts français ou les salles de cinéma ou des fondations culturelles, je pense qu'il y a là des accords qui pourraient se faire dans une ville ou dans une autre. Voilà, je ferme la parenthèse, c'était juste pour faire allusion donc, à ce documentaire de Xavier Gaillon que vous avez bien voulu évoquer. Vous avez très bien fait, c'est une grande nouvelle pour l'Italie. Sur la question de l'engouement des chiffres, vous savez, ça date un peu. Je dirais que c'est un petit peu consubstantiel à la manière dont le 19e siècle, dans sa deuxième moitié, a pensé finalement que les progrès des sciences numériques d'une part et les progrès des techniques allaient entraîner ipso facto, je dirais, un progrès de la sagesse, de la spiritualité humaine, ce qui n'est pas du tout le cas. Tous les travaux de Walter Benjamin, comme vous savez, en atteste. Alors, déjà, donc, on va dire que dans l'articulation entre le 19e et le 20e, vous voyez, je remonte assez loin, il y a une phrase de Max Weber que j'aime bien. Il parlait de notre croyance dans les chiffres en disant que nous avions tendance à croire dans les chiffres comme certaines civilisations croyaient dans les esprits. Je crois que c'est intéressant qu'un anthropologue, un sociologue aussi important que Max Weber Tout à souligne fait. d'ailleurs ce romantisme des chiffres. Alors, ceci pour dire que il ne faut pas croire que c'est par amour de la science ou par amour des mathématiques que nous voyons aujourd'hui se diffuser, si vous voulez, dans les différentes organisations sociales, une espèce de gestion algorithmique des populations qui écrase du coup la singularité de l'individu. Ce sont des conditions sociales et politiques qui déterminent cet engouement pour les chiffres. Bien sûr. C'est extrêmement important. Et déjà, d'ailleurs, si vous voulez, des philosophes comme Georges Canguilhem avaient insisté là-dessus lorsqu'il disait déjà que tout se passe comme si la qualité devenait une propriété émergente de la quantité. Donc, si vous voulez, il y Oui. a d'illusion que avec les chiffres, on va toucher effectivement l'exactitude, le cœur du réel, et on va pouvoir en quelque sorte mieux soigner, mieux vivre, mieux informer, etc. Ce qui est totalement faux, on le sait maintenant, et je le dis parce que ce sont des mathématiciens et des informaticiens qui le disent. Je veux dire, un grand statisticien comme Alain Desrosières a beaucoup insisté sur ce gouvernement par les nombres, ce Oui, gouvernement par les chiffres oui. qui, encore une fois, reposait davantage sur une espèce de rhétorique politique visant à imposer cette conception de la société, cette conception de l'individu, et c'est pas de la science, c'est une pratique sociale. Voilà, c'est le point sur lequel je voulais insister. Il s'agit d'une pratique sociale de gestion algorithmique des populations et de pilotage des comportements individuels, et non pas, encore une fois, d'un progrès scientifique. Alors, il faut Justement, je vous coupe un peu parce que je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. C'est très intéressant, c'est même c'est central hein, pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Vous êtes dans vos derniers travaux, même dans tous vos travaux, vous êtes un intellectuel, un psychanalyste engagé. C'est ce que j'apprécie beaucoup, hein, d'avoir le courage, d'avoir une pensée et de ne pas se limiter à une fonction, hein. Et mais je sais que vous avez été aussi assez critiqué, hein, parce que justement, le système, ce qui nous commande, aurait peut-être le désir que les personnes restent dans leur rang, ne dépassent pas leurs fonctions, disons, qu'ils restent dans une position de technicien, voilà, mais qu'ils ne deviennent pas des libres penseurs, hein. Voilà. Alors, évidemment, la psychanalyse, vous savez, a mis l'accent sur l'importance du monde intérieur, avec le paradigme du conflit intime, même le trauma pour Sigmund Freud. Il fallait, pour que ce soit un vrai traumatisme, il fallait qu'il y ait quand même un conflit à la base dans la personne. Euh,
et donc, avec certains concepts comme inconscient, transfert, projection, le monde extérieur a été vu un peu comme un reflet du monde intérieur, si vous voulez. Mais je vois que votre intérêt, au contraire, se porte beaucoup sur le monde extérieur, sur les influences du monde extérieur. Et est-ce que, en psychopathologie, cette influence a un poids déterminant aujourd'hui? Oui, mais je crois que votre intervention, là, enfin, comment dire, elle dérive aussi de la première. C'est-à-dire que c'est effectivement l'environnement social et culturel qui conditionne la possibilité d'exercer les métiers. Et puisque vous avez fait allusion à un certain nombre de mes travaux, moi, je pensais au dernier, à la fabrique de nos servitudes, et notamment, si vous le permettez, je voudrais vous lire une citation d'un grand cinéaste, Ken Loach, qui montre que, si vous voulez, l'impact aujourd'hui sur les métiers est un impact général. Il ne faut pas penser que les psychanalystes sont en quelque sorte les sacrifiés de notre société, de notre culture. C'est d'une manière générale tous les métiers. Il y a une espèce de dépossession de la responsabilité éthique et méthodologique des actes professionnels de l'ensemble des métiers. Et si vous me permettez, donc, je lis cette Bien citation sûr, de Kennedy, qui écrit donc, avec le temps, ça a été de plus en plus contrôlé. Plus les années ont passé, plus le format de ce qui marchait en termes d'audience s'est développé et rigidifié. Tout s'est bureaucratisé, hiérarchisé, et comme dans toute industrie, il parle du cinéma, hein, comme dans bien toute sûr, industrie, la pression sur la production s'est fortement intensifiée. La tendance est à la réduction des équipes et la multiplication des managers qui, pour justifier leur position, se doivent d'intervenir dans tous les domaines, du scénario au casting. Dans les années 1960, ils ne vous disaient pas quels acteurs vous deviez engager. Donc vous avez là, si vous voulez, par rapport à votre question, l'illustration même dans un domaine, qui est le domaine de l'art, qui est le domaine de la culture, avec ce bien grand sûr. cinéaste Ken Loach, où vous avez ce que j'appelle une prolétarisation des métiers. C'est-à-dire que le prolétaire, comme disait le jeune Marx, le Marx hégélien, avant le Capital, le Marx des manuscrits, le Marx des années 1840, si vous voulez, n'est-ce pas? Le prolétaire, c'est pas celui qui est pauvre. Le prolétaire, c'est celui auquel on a confisqué la capacité de penser, de décider et d'œuvrer. C'est-à-dire qu'on lui a confisqué, si vous voulez, le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Et le danger, il est là. Alors, par rapport à la psychanalyse, si vous permettez, je vais aller jusqu'au bout. Et donc, par rapport à la psychanalyse, prenez tous les travaux de Donald Winnicott. Et ce que vous dites de Donald Winnicott, c'est qu'un bébé, ça n'existe pas. C'est-à-dire, ça n'existe pas sans l'environnement maternel. Et l'environnement maternel, la préoccupation maternelle primaire et les soins maternels ne sont possibles qu'à condition que l'environnement autour de la mère le permette. Et l'environnement autour de la mère, ce n'est pas seulement la famille, c'est d'une certaine manière toutes les conditions sociales et civilisationnelles qui lui permettent ou pas, justement, d'assumer ses fonctions maternelles. Donc, le problème, il est là. Et moi, pour moi, si vous voulez, si on a pu me dire que Et je c'est m'intéresse. peut-être aussi pour ça que vous parlez d'une société vidée de tout sens, parce que asservie au marché. Oui, oui, bon, ça, c'est un thème qui parcourt ma dizaine, mes derniers ouvrages. Moi, mais Oui, les 10 derniers ouvrages, j'ai publié avant bien des ouvrages sur la psychanalyse, sur les patients, sur l'hystérie, etc., sur l'épistémologie de la psychanalyse. Mais si vous voulez, les derniers ouvrages insistent beaucoup là-dessus, là-dessus. C'est-à-dire que la question qui se pose très concrètement aujourd'hui, c'est est-ce que le soin psychique, ne parlons même pas de la psychanalyse, est-ce que le soin psychique est encore possible dans une société de contrôle? Et si vous voulez, la question, elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, on ne cherche pas à convaincre les citoyens, à changer leur représentation, à modifier leur conscience, voire leur rapport à l'inconscient. On cherche à les faire agir d'une certaine manière. Et dans mon dernier livre, je parle de la démocratie des nudges. Vous savez ce que sont les nudges? Les nudges sont des stratégies de l'économie comportementale qui visent à ce que les gens choisissent librement ce qu'on a déjà décidé pour eux. C'est-à-dire que
ne cherche pas à les convaincre, on ne cherche pas à modifier leur état psychique, on ne cherche pas à les soigner, on cherche à les faire agir d'une certaine manière. C'est ça qui est extrêmement important. Et Alors, l'exemple de si, Neuil, si vous me permettez, je crois que les psychothérapies se prêtent beaucoup plus de bon gré à ce genre de possession. Parce que la psychanalyse est quand même plus résistante, je trouve, oui, hein. mais à condition qu'elle puisse être exercée. Et si vous partez du postulat qu'elle peut être exercée, oui, vous avez raison, mais moi, je ne suis pas convaincu. Quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup d'estime, qui a participé à ma formation, qui est le docteur Corastin, si vous voulez, disait que la psychanalyse n'a pas toujours existé et que rien ne nous garantit qu'elle existera toujours. Bien Donc, sûr. si vous partez, si vous voulez, de ce postulat qu'elle existera effectivement, la psychanalyse pourrait être préservée davantage que les psychothérapies ou davantage que les pratiques psychiatriques et autres. Mais moi, je ne suis pas convaincu. C'est que, si vous voulez, je pense qu'à partir du moment, déjà, vous avez une espèce de bureaucratie de l'expertise qui, par exemple, en France, va faire que, si vous voulez, vous devez être inscrit sur des listes où on vous propose et on propose aux patients, donc ça a un effet sur les patients, pour des pratiques psychologiques de l'ordre de 12 séances, etc. Voilà, exactement. De ce moment-là, si vous voulez, il faut pas croire, si vous voulez, que les patients sont euh, insensibles aux informations sociales, à la culture. Donc il y Très a une bien. espèce de porosité, et donc nous ne sommes pas, si vous voulez, dans un enclos qui serait hermétique justement aux injonctions sociales et culturelles et politiques. C'est pas vrai. Donc à partir Très de ce bien. moment-là, la psychanalyse pourra continuer à exister, je n'en sais rien. Du reste, dernièrement, il y a eu, même en France, des tentatives toujours plus importantes pour réglementer le champ psy d'une manière plus rigide. Mais ça, oui, mais c'est une tentative qui malheureusement a en partie réussi. C'est-à-dire que si Oui, vous prenez toutes les politiques de santé aujourd'hui et toutes les politiques universitaires, il va de soi, par exemple, que les universitaires de psychiatrie et en particulier et en partie, pas en particulier et en partie les universitaires du courant psy, pour aller vite, n'est-ce pas, sont recrutés sur la base de publications états-uniennes qui sont référencées essentiellement au DSM et oui. référencées essentiellement aux thérapies cognitivo-comportementales, bon, qui sont un peu dépassées d'ailleurs même pour les Américains, qui préfèrent de toute façon à l'heure actuelle chercher, si vous voulez, du côté de la neurobiologie ou de la neurogénétique. À partir de ce moment-là, ça veut dire que vous n'avez plus de recrutement possible et il n'y a plus de professeurs de psychiatrie en France et de pédopsychiatrie qui se réfèrent à la psychanalyse. Donc, à partir du moment où ce sont eux qui sont chargés de former les praticiens, ça veut dire que à terme, les psychiatres ne sont plus, ils sont déjà plus du tout formés, voyez, à la psychopathologie. Ne parlons même pas de psychanalyse, mais à la Euh, psychopathologie. Pour la psychologie, c'est pareil. Pour la psychologie d'orientation psychopathologique, d'orientation psychanalytique, j'ai vu, moi, le tournant au début des années 2000 où les experts venaient vous expliquer que tout ce que vous publiez reste dans un domaine très endémique, très endogamique, très sectaire, et par conséquent n'avait strictement plus aucune valeur. Et à partir de ce moment-là, il arrive un moment où vous ne pouvez plus recruter d'universitaires de psychopathologie ayant une formation psychanalytique. Ça ne compte plus et c'est plutôt mal vu. Donc, si vous voulez, les politiques de santé, elles sont claires. La psychiatrie s'est transformée en hygiène publique du corps social. Elle n'a plus besoin de soigner. Sa fonction sociale oui, essentielle est de contrôler et de surveiller les risques. oui, je me souviens d'une phrase du professeur Thomas Szasz que vous devez connaître. Il disait que la psychiatrie, c'était de la moralité masquée en médecine, en soins, si vous voulez. Oui, mais les choses, depuis Thomas Sachs, se sont Ah, bien considérablement. sûr, absolument, absolument, absolument. Ce qui Alors, lui est. vous parlez aussi d'utilitarisme. Vous dites que l'utilitarisme s'empare des chiffres et on s'aperçoit que probablement les chiffres, enfin l'usage des chiffres,
pour vous, on pourrait dire, une manière de donner des ordres, quoi. Oui, mais c'est une manière de donner des ordres. C'est évident. Si vous voulez, mais là encore, c'est tous les métiers qui sont concernés. Oui, bien sûr. Tous les actes professionnels doivent être convertis aujourd'hui en valeur numérique. Donc, ce qui va compter, par exemple, c'est à l'hôpital ce qu'on appelle en France la T2A, la tarification à l'activité. Donc, c'est une conversion des actes médicaux, si vous voulez, en chiffres, qui sont eux-mêmes convertis, bien évidemment, en argent. Disons les choses Eh oui. simplement financier. Vous prenez, n'est-ce pas, au niveau de l'information, eh bien, ce qui va compter, c'est la logique d'audimat, c'est-à-dire c'est le cheval de Troie, logique de marché dans le secteur de l'information. Donc, une bonne émission, c'est pas une émission qui va participer à la formation critique du citoyen, c'est une information qui est inscrite dans la logique des sociétés du spectacle avec beaucoup d'audimat, de podcast, de réaction. Donc, si vous Et- voulez, et c'est vrai dans tous les domaines, c'est vrai à l'université, oui. c'est pas la formation des étudiants, c'est pas l'excellence de l'enseignement des universitaires. Ce qui va compter, c'est le nombre d'articles publiés dans des revues à fort impact factuel, Voilà. c'est-à-dire taux d'audience important. On les a tous pris. Vous citiez L'Appel des appels, donc le livre collectif pour une insurrection des consciences. Secteur par secteur, on constate que partout, l'acte professionnel est en quelque sorte sous la mainmise d'experts, mais de bureaucrates, qui transforment le métier en séquences, si vous voulez, techniques quantifiables. Donc, Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu d'hystérie qui se niche dedans, là? Parce que s'en remettre toujours à l'audimat, ça empêche d'avoir du courage, ça empêche de faire les choses sérieusement. Il faut toujours que l'audimat nous dise oui, ça a marché, ça a marché. Donc à la fin, on fait n'importe quoi pourvu qu'on frappe, disons, l'attention du spectateur. je suis un peu réservé sur l'utilisation des termes psychopathologiques ou psychanalytiques appliqué au champ social. Vous voyez, je suis un peu Oui, contre la psychologisation des problèmes sociaux. Je crois surtout que nous sommes dans ce que Gilles Deleuze appelait des sociétés de contrôle où l'information, c'est le vecteur de ces sociétés de contrôle qui permettent l'assujettissement des individus à partir justement de données chiffrées et qui produisent une surveillance déterritorialisée. C'est la différence avec les travaux de Michel Foucault. On n'est plus dans une société disciplinaire qui ont besoin d'isoler les individus à l'usine, à l'hôpital, en oui. prison, etc. Aujourd'hui, si vous voulez, la surveillance est partout. Donc, à Oui. partir Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, je disais ça parce qu'on voit dans certaines émissions de télé, par exemple, des personnes qui se comportent un peu comme des personnages. On dirait qu'ils sont à Lourdes, ils ont presque des stigmates, ils font des expressions vraiment qui ressemblent beaucoup à certaines formes d'hystérie. C'est pour ça que je disais ça. C'est le spectacle qui hystérise un peu les choses, quoi. Alors écoutez, vous avez parlé de culture, vous avez dit que même dans le champ de la culture, si vous êtes un comble, il faut qu'il y ait du rendement. Donc, le rendement passe avant tout, donc voilà. Et du point de vue de la colonisation de l'imaginaire, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une colonisation de notre imaginaire collectif par justement cette volonté de recourir aux chiffres? Alors, le terme colonisation, je l'emploie très volontiers, puisque dans mon dernier livre, si vous voulez citer de nouveau, si vous voulez, je fais justement ce parallèle avec les colonisations de la première mondialisation et de la découverte, si vous voulez, de l'Amérique, enfin des continents, et puis aussi de la deuxième mondialisation, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense que nous sommes quelque part, si vous voulez, les nouveaux instruments qui sont tout à fait formidables, les nouvelles technologies, l'usage qui en effet, ce sont pas, c'est pas l'intelligence artificielle le problème, c'est pas les nouvelles technologies, c'est l'usage social qui en effet qui effectivement ne, ne nous permet plus en quelque sorte de rêver, puisque nous sommes
piloté par justement et envahi. Et effectivement, le terme de colonisation est très juste et je l'emploie beaucoup et je rapproche justement de ces colonisations en disant que, d'ailleurs, c'est ce que un des philosophes, Achille Mbembe, appelle le risque du devenir nègre. Où il dit le devenir nègre, c'est pas simplement les hommes d'origine et les femmes d'origine africaine, etc. Le devenir nègre, c'est justement cette espèce de paupérisation existentielle, de Ouais. paupérisation vitale, où nous sommes transformés en esclaves par le moyen des instruments que nous avons créés. Et au lieu que ces instruments nous servent, nous nous trouvons asservis en quelque sorte à leur usage. Mais là encore, c'est pas la faute des instruments. La question, c'est savoir qu'est-ce qui fait que une nouvelle fois dans l'histoire de l'humanité, une découverte technique formidable s'est transformée de, de possibilités d'émancipation en contrainte, en colonisation et en instrumentalisation réifiant le vivant. Et, si vous voulez, elle est là la question. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que nous avons beaucoup à apprendre des philosophes comme Patrick Chamoiseau et des poètes comme Patrick Chamoiseau et Édouard Glissant, que je cite aussi beaucoup, hein, qui justement nous montrent la possibilité de résister à la langue de l'utilitarisme, c'est justement la Exactement. poésie. C'est Ça me plaît justement beaucoup, hein, ça me plaît beaucoup. Vous citez des poètes, ça me plaît beaucoup parce que je suis amant de la poésie, je suis moi-même un peu poète sur les bords. Et justement, vous avez dit que à la fin, on devient des robots. Il y a une sorte de robotisation, quoi. Parce que à partir du moment où on ne peut plus rêver, on ne peut plus songer, eh bien, vraiment le propre de l'âme, c'est de songer, c'est de rêver, c'est d'imaginer. Donc, à partir du moment où on ne peut plus le faire, on devient des robots, des mécanismes, quoi. Et on veut nous maintenir dans cette posture. oui, oui, le robot, l'automate, etc. Mais ça, on le voit très bien hein, au niveau justement de la deuxième révolution industrielle à la fin du 19e, c'est finalement l'idéal de l'ouvrier pour le capitaliste. C'est que finalement, il ne soit que, si vous voulez, un ensemble de fonctions et d'instruments pour réaliser un certain nombre de tâches. Et robot, d'ailleurs, étymologiquement, ça vient du russe, ça veut dire travailler, hein. C'est le travail. Et est-ce qu'il y a aussi, je sais que vous avez écrit aussi sur ça, sur la servitude, non? Alors, vous savez que bon, il y a un grand philosophe français, sur le moment, son nom m'échappe, mais vous allez tout de suite le trouver, qui a parlé de la servitude volontaire. C'est Étienne de la Boétie. Voilà, de la Boétie, exactement. Et c'est un discours que je trouve tout à fait actuel encore aujourd'hui, même peut-être plus qu'auparavant. C'est-à-dire qu'on est on vit dans des prisons dorées. Enfin, elles sont dorées pour nous, occidentaux, modernes, elles sont dorées, mais ce sont quand même des prisons. Est-ce que Oui. Alors, vous êtes d'accord là-dessus? bien sûr. Non, mais justement, effectivement, c'est la raison pour laquelle tout à l'heure j'ai parlé des nudges, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, si vous voulez, de soumettre les gens, encore que, mais par des violences ou par des rétorsions, il s'agit de les amener à intérioriser, incorporer des règles sociales qui deviennent des catégories de pensée, si vous voulez, des catégories d'action entre cuir et chair. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce que le philosophe Bourdieu appelle l'habitus. L'habitus, c'est quoi? L'habitus, c'est une disposition à penser, à agir d'une certaine manière qui résulte de l'intériorisation des normes et des règles sociales. Et donc, effectivement, la servitude volontaire, il faut être très concret, hein. La servitude volontaire, c'est à partir du moment où vous allez vous soumettre à un programme, je sais pas, c'est Waze à tous les étages, c'est-à-dire Oui, en oui, tout oui. on vous dit par où vous devez passer, et donc vous perdez, si j'ose dire, le goût de l'aventure et le plaisir du voyage. Et donc, c'est cela qui est extrêmement important, et ça résulte, si vous voulez, d'une espèce de technicisation du vivant, au nom justement de la science, au nom de l'efficacité, au nom de la Oui, rapidité. oui.
Mais alors, Et écoutez, je sais que vous avez à peine dit que vous n'aimez pas beaucoup employer, enfin pathologiser le champ social, mais on est quand même en droit de se poser des questions, de se demander ceux qui alimentent ce système ne seraient-ils pas quand même un peu au moins pervers? Parce que bon, c'est quand même un système qui est alimenté par des personnes. oui, mais puisque vous avez cité la Boétie, souvenez-vous de ce que dit la Boétie dans son discours sur la servitude volontaire, puisque c'est un texte du XVIe siècle, sans entrer dans la nosologie psychiatrique, et considère que le tyran, finalement, ne survit et ne se maintient que parce qu'il y a une chaîne de tyrannos qui pensent trouver un avantage à le servir. Donc, à partir du moment où, si vous voulez, vous perdez cette illusion que la tyrannie vous rend service, quelles que soient les formes de la tyrannie, bien sûr, à partir du moment où vous perdez cette illusion, eh bien, la tyrannie s'effondre. C'est ce point-là qui est extrêmement important. Voyez. Et ça, je crois que c'est un peu comme ça que les choses doivent se comprendre. Alors après, qu'il y ait une dimension psychopathologique, oui, mais chaque cas, c'est quand même ce que nous enseigne la clinique, chaque cas est un cas singulier, et donc effectivement, c'est savoir ce que chacun trouve comme intérêt matériel et psychologique à Oui, devenir une sorte bien sûr. d'esclave, Bien sûr. d'esclave Voilà du une pouvoir. intervention de psychanalyste. Voilà, écoutez, professeur Goury, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous à cette émission et j'espère que vous reviendrez. Hein, et j'espère aussi que nous allons pouvoir effectivement projeter votre joli documentaire en Italie aussi. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt, à très bientôt. Au revoir. Bonsoir.